Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, le chef du Bloc québécois présente une conférence de presse à l'occasion du salon Fourchette Bleue. Le Collège des Hauts-Sommets en quête d'un statut d'école spécialisée pour assurer sa pérennité. Un hommage à Pierre Lavoie dans le cadre de la virée nordique. On jase intelligence artificielle avec le programmeur Gabriel Tremblay-Grenier. L'Association des camps du Québec exige un meilleur cadre gouvernemental pour les camps d'été. Et quelles seront les activités proposées dans la région pour la relâche scolaire? Bonne émission! Les pêcheries étaient à l'honneur au manoir Richelieu le 20 février dernier. En effet, alors que se tenait le salon Fourchette Bleue pour la valorisation des produits du Saint-Laurent, le chef du Bloc québécois et François Blanchet tenaient une conférence de presse sur le sujet. Voici notre reportage. C'est un modeste salon qui accueillait les professionnels du milieu des pêcheries et de l'alimentation du Québec du 19 au 22 février dernier à la Malbaie. Le salon Fourchette Bleue en est à sa 3e édition seulement, et sa grosseur est loin d'être représentative de l'importance de sa mission, promouvoir l'achat et l'exploitation locale des produits du Saint-Laurent avant d'en faire l'exportation. Parmi les exposants, des propriétaires de crevettiers qui n'ont pas souhaité parler devant la caméra nous témoignent de l'inquiétude qu'ils ont face à la baisse drastique des quotas en raison d'une diminution importante de la ressource. En guise de solution, la ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière annonçait la fin du moratoire sur le sébaste, qui se trouve à l'inverse en très grande quantité à présent dans le fleuve. Toutefois, une très faible part des quotas est donnée aux petites entreprises côtières du Québec. Mais ça ne fait pas l'affaire des pêcheurs de crevettes qui se retrouvent avec un quota minime pour cette année, ce qui est explicable pour des raisons de déclin de la population de crevettes. Mais ces gens-là n'ont même pas de quoi justifier la mise à l'eau de leur bateau. On ne comptera même pas les investissements nécessaires pour la conversion minimale des équipements des navires de crevettiers pour pouvoir aller au sébaste. Ils ne couvriront même pas la dépense, même pas proche de couvrir la dépense, parce qu'ils pourraient pêcher ce quota-là en 48 heures. Ils ne pourront même pas trouver de main-d'œuvre qui va dire « Ah oui, je vais laisser mon autre job, aller travailler avec toi pendant 2 jours. » Ce n'est pas une solution pour qui que ce soit. Le chef du Bloc québécois a profité de la tenue du salon Fourchette Bleue en Charlevoix pour y rencontrer les acteurs locaux directement touchés. Il était en compagnie de ses députés de l'Est de la province, dont la députée de Beauport-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens, qui est aussi la porte-parole en matière de pêche. L'idée est justement d'essayer de mettre en place une espèce de cadre de référence qui serait assez consensuel, au moins pour le milieu des pêches québécois. Mais je pense qu'idéalement, tôt ou tard, il faudra avoir une approche pour le golfe. En conférence de presse, M. Blanchette dénonce l'octroi des quotas préférentiels aux hauturiers, ces gros bateaux de plus de 100 pieds dont aucun n'appartient au Québec. Nous avons donné 60 % des quotas de sébaste à des entreprises dévastatrices, non seulement pour l'environnement, mais pour le modèle de pêche des petits pêcheurs côtiers. La co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien, également en tournée dans Charlevoix, avait pris position sur le sujet plus tôt ce mois-ci en exigeant du fédéral une hausse des quotas de sébaste aux Québécois en favorisant les bateaux de petite taille. Il y a l'enjeu du phoque. Là, à un moment donné, il va falloir arrêter d'avoir peur de dire le mot. Il va falloir arrêter d'avoir peur de se faire dire qu'on est des vilains. Il va falloir sortir des années 80 et réaliser non seulement que le loup marin a un potentiel de diversité économique extraordinaire. Ça va de l'utilisation des peaux pour lesquelles il y a de la recherche qui se fait, notamment au cégep de Saint-Félicien, jusqu'à, bien sûr, la viande qui peut être utilisée en gastronomie, mais qui peut aussi être un appât pour la pêche au homard, alors qu'à l'heure actuelle, on importe des appâts d'à peu près partout dans le monde avec un impact environnemental, encore une fois, éminemment négatif. Ce dernier enjeu soulevé par le chef bloquiste présente des données impressionnantes. Il y aurait 8,8 millions de phoques dans le golfe du Saint-Laurent, dont la consommation de poissons s'élèverait entre 2 et 3 tonnes par année.
toute l'activité humaine ne peut pas concurrencer la chasse faite par les loups-marins, qui en masse, en volume, en poids, est encore bien pire que ce qu'on imagine, parce que le loup-marin mange l'estomac de sa proie et laisse tout le reste du poisson au fond de l'eau. Le loup-marin est un énorme problème, c'est une grave surpopulation, ça a un potentiel économique. Il faut faire en sorte qu'un modèle économique se développe. Le Bloc souhaite créer un cadre de référence en poursuivant ses consultations et ses rencontres avec les acteurs du milieu, dont ceux de la région de Charlevoix. L'obtention d'un statut d'école à vocation spécialisée est un enjeu primordial pour la pérennité du Collège des Hauts-Sommets situé à Saint-Tite-des-Caps. J'en discute avec le directeur général, M. Marc Charbonneau. Marc Charbonneau, bonjour. Bonjour. Suite à un cri du cœur que vous avez lancé dans les dernières semaines, le gouvernement fédéral vous octroyait provincial vous octroyait une aide financière supplémentaire d'urgence de 750 000 $, sans quoi le collège menaçait de ne pas pouvoir terminer l'année scolaire. Vous êtes un collège privé avec hébergement pour garçons et filles. Oui. Qu'est-ce qui a mené à cette précarité-là qui menaçait même l'année scolaire en cours? Bien, dans le fond, pour faire une histoire, c'est difficile de faire une histoire courte, Ouais, donc je vais essayer d'y aller quand même. Faisons le tour. Donc, ça a commencé en 2001 quand on a déménagé à Saint-Tite-des-Caps, transformé un centre d'accueil de personnes âgées en école secondaire. On avait secondaire 1, 2, 3 à l'époque seulement. Okay. Vu la grandeur des lieux, les chambres, comme vous avez dit, il y a des résidences scolaires, donc les jeunes couchent sur place, cafétéria, donc tout a été organisé. Beaucoup de services à offrir. Exactement. Ouais. Donc on avait peu d'élèves, vu la grosseur, puis donc on était déjà en précarité. En 2003, pour pouvoir construire, pour améliorer le bâtiment, les laboratoires de sciences et tout ce qui va avec, les chambres, bien, on a fondé une coopérative de travailleurs. Okay. Donc, tous les membres du personnel ont investi dans l'école. Donc, on a tout mis 3 500 $ tout de suite en 2000. Donc, chaque employé fait partie de cette coopérative. Exactement. Okay. Tous les travailleurs, enseignants, intervenants, personnel de soutien, tout le monde est membre de la coop. On est un organisme coopératif. Puis, ben, c'est ça. Donc, en 2003, on a fondé la coop. On a pu ouvrir le secondaire 4, secondaire 5. Puis, à l'époque, ben, les résidences scolaires au Québec fermaient une après l'autre, bon, pour diverses raisons. Oui. C'était quelque chose qui était moins Un recherché. modèle, exactement. Nécessaire, exactement. Oui. Donc, nous, ben, on trouvait qu'on avait une raison d'être, puis on s'est dit, ben, c'est quoi notre créneau, c'est quoi notre force, qu'est-ce qu'on fait de différent, puis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi nos atouts. Puis on voyait qu'on avait du succès avec des jeunes qui avaient des besoins particuliers de toutes sortes. Comme lesquels? Bien, à l'époque, c'est ça. On recule en 2004, 2005, c'était moins clair. C'était moins clair que présentement. Là, on amenait déjà un peu, les technologies, droit à plus de temps. Donc, il y avait des accommodements, mais on était vraiment au début. Puis nous, on était tous des enseignants formés au régulier, comme dans toutes les autres écoles secondaires. Donc, on n'avait pas cette formation-là à détecter, mais on voyait que des jeunes avaient des besoins, mais bon, c'est ça, on n'avait pas les compétences de professionnels ou d'intervenants. Mais on voyait qu'on avait des succès, donc on est allé chercher une orthopédagogue qui s'est joint à nous, éducatrice spécialisée. Donc, vous allez chercher les compétences qui manquaient. Exactement, pour pouvoir répondre aux besoins. Puis là, plus on répondait aux besoins, plus on avait de demandes de jeunes qui ont des besoins. Donc, la vocation, elle s'est créée un peu toute seule. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, on naviguait, on ne savait pas jusqu'où ça allait nous mener, mais on allait dans ce sens-là, puis on trouvait que... Puis il y a des psychologues qui nous référaient des jeunes, exemple, le trouble d'attachement, où c'est très, très, très difficile à la maison. C'est tous des cas différents, là. Exactement. Chaque enfant a sa particularité. Puis tout ça se passe en étant un collège privé. Exactement. C'est ça. Oui. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le gouvernement, il ne participe pas du tout au financement? Il participe un peu, comme dans toutes les autres écoles privées. Là, le gouvernement donne un pourcentage, mais c'est un pourcentage de ce qui est donné à toutes les écoles régulières. Ouais. Mais dans le réseau des écoles privées, il y a aussi, un peu comme au public, il y a des classes spécialisées. Mais au public, c'est plus des écoles spécialisées. Puis là, ça commence à se développer là, dans des écoles régulières, des classes spécialisées. Oui. Mais il y a des établissements qui sont consacrés exclusivement là, à répondre à des besoins particuliers des jeunes. Donc, ils viennent en support
qui viennent en support. Donc là, nous, avec le ministère de l'Éducation, ben, on voyait qu'on... Un peu comme je vous expliquais, là, on ajoutait des services, les besoins augmentaient, le nombre d'élèves augmentait, les besoins, donc on était comme dans un rythme qui faisait que ça augmentait de façon rapide quand même. Exact. Puis là, ben, on a ajouté d'autres services, puis là, avec le ministère de l'Éducation, à partir, je dirais, environ 2012, là, ils nous ont accompagnés financièrement et aussi avec des ressources humaines, de venir nous donner un coup de main, puis de regarder comment on pourrait cheminer vers, pour développer notre modèle. Puis en 2018, ben là, c'était rendu insupportable parce qu'on n'avait plus... ça n'arrivait plus. Non, ça n'arrivait plus. Et déjà, nous, avec la coop, on était une équipe, on se tient les coudes serrés, puis on avait des salaires qui étaient de 15, 20, 25 inférieurs à ce qui était offert ailleurs. Oui, vous avez finalement compensé vous-même pour le manque qui a gagné. Exactement. Ouais. Mais on est arrivé en 2018 où là, les ressources, c'était l'épuisement, autant, puis là, ben, tu te dis, ben, jusqu'où on va Donc là, le ministère de l'Éducation nous a redonné un bon coup de main, nous a aidé financièrement, puis il a dit, ben, on veut que le collège est au sommet, continue. Puis là, depuis... Moi, je suis directeur depuis 2008, puis tous les politiciens, fonctionnaires que j'ai rencontrés, c'est unanime, c'est une mission qu'il faut qui se perdure, puis qu'il faut développer. Puis qui est nécessaire. De toute évidence, parce que justement, là, ça n'aurait pas continué de grossir comme ça au fil des années. Là, vos jeunes, ils viennent de où, principalement? Bien, je dirais que c'est la grande région de Québec, donc Québec, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, mais on en a de Sept-Îles, il y en a de... C'est ça, parce que si le service existe juste ici, forcément, les gens doivent venir de loin aussi parfois. Donc, à ce moment-là, l'hébergement... C'est un hébergement du lundi au vendredi ou il y en a qui sont là pour l'année au complet? Lundi au vendredi. Donc, ceux qui restent plus loin, bien, des fois, ils ont de la parenté, des amis, donc ils s'organisent. Puis ils vont chez eux les fins de semaine qui sont un peu plus longues. Donc, pour revenir à 2018, là, on faisait face à une fermeture. Ils nous ont donné un coup de main pour puis donner des cibles pour dire, bon, là, on pourrait faire, pour essayer de pérenniser de sortir financement, un peu de ce cercle-là. Donc, l'idée que le ministre Roberge, à l'époque, nous a transmis dans une lettre de faire une demande de modification de permis. Donc, on a fait la demande de modification de permis. Ça n'a pas fonctionné. Bon, il manquait quelques petites choses. La pandémie, puis là, on est arrivé. Et là, bien, c'est ça, c'est qu'ils ont donné du financement. On a pu remonter la pente, arriver à un modèle qui était fonctionnel, au moins à court terme. Puis là, bien, la problématique étant pas reconnue, bien, des fois, dans les mesures, une mesure change un peu, puis là, bien, de la manière que c'est lu par l'appareil, tu sais, le ministère, machine, exactement. administrative. Fait que là, c'est pas cette année, mais l'an dernier, ça a été la même situation. On commence l'année en pensant que tout est correct, on continue, puis là, il manque 800 000 l'an dernier. Donc, là, il y avait les élections. C'était l'automne 2022. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ça complexifie la démarche. Exactement. Puis là, bien, ils peuvent pas, bon, pour des raisons administratives, mettre la même mesure à chaque fois. En tout cas, je n'ai pas toute l'expertise. Mais là, on comprend quand même qu'il ne pourra pas y avoir non plus à chaque année une aide spéciale d'urgence pour que l'école puisse reprendre son souffle à chaque fois. Exact. Donc là, ce statut d'école spécialisée-là, comment vous pouvez l'obtenir? Est-ce que c'est possible? Bien, là, on a fait une demande de modification de permis. On l'a redemandé comme on nous l'avait proposé. Là, elle chemine, puis c'est en bout de piste, là, c'est le ministre qui va décider avec les recommandations. C'est pour l'année prochaine, vous allez l'avoir, par exemple. Bien, c'est possible. Ça pourrait être l'an prochain. Là. La demande que j'ai déposée à l'automne, c'était pour l'an prochain. Mais là, ce qu'on me dit aussi, c'est bon, le statut d'école spécialisée, il nous manque quelques petites cases à cocher qui fait, au niveau administratif, ce qui fait que ça semble compliqué. Donc, ils cherchent peut-être une autre formule ou créer un autre modèle. Je le sais pas. Donc là, puis depuis 2022, là, je l'ai nommé à la conférence de presse, mais avec Mme Bourassa, notre députée, c'était une communication là, qui est exceptionnelle. Le ministre qui m'a appelé en décembre 2022. Donc là, vous sentez que ça bouge là, un peu plus? Ben, en tout cas, que ça bouge.
peux pas dire que ça bouge. Ben oui, c'est ça. Il y a une belle communication, on est écouté, il y a une volonté, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi près de l'objectif qu'on vous le souhaite. Ouais. Donc là, le 750 000 qui vient d'être accordé vous permet finalement de payer les salaires d'ici la fin d'année scolaire. Nos fournisseurs, qui fait la remarque, qui là, fait la nourriture, le ménage. Donc, c'est de payer le fonctionnement. Fonctionnement de base. Ça, exactement. Oui. Ça m'amène à parler d'une activité de financement que vous organisez justement le 14 mars prochain. Donc, si on veut vous encourager dans cette bataille-là, si on veut. Oui. Parlez-moi-en donc un peu, qu'est-ce qui se passe le 14 mars? Donc, le 14 mars, c'est une marche au flambeau qui est à Bois-Châtel, donc, qui est suivi d'un cocktail avec une thématique. Exactement, c'est une thématique forestière. Donc, ça risque d'être une belle soirée. Donc, sur le site Internet, la Fondation, vous allez voir, il y a une possibilité soit d'acheter des billets ou de faire un don simplement, ceux qui ne peuvent pas se présenter, de faire un don. Puis nous, la Fondation, elle aide pour améliorer les infrastructures, parce qu'on a un vieux bâtiment qui a besoin d'amour. Puis, mais aussi des services aux élèves, donc des activités ou des frais d'inscription, parce qu'on le dit, ça coûte 10, 11, 12 000 $ pour venir à l'école, pour l'hébergement, la nourriture, puis tout l'encadrement. Il y en a qui n'ont pas nécessairement les besoins, puis nous, ce qu'on veut, c'est que ça reste un service qui est démocratique. Oui, exact, c'est ça. On reçoit beaucoup d'argent du gouvernement, mais on veut que ça soit disponible à tout le monde. Ce n'est pas le cas à ce prix-là, mais la Fondation peut donner un coup de main pour ceux qui ont des besoins financiers. Bien, merci beaucoup, M. Charbonneau. Merci à vous. La Virée Nordique a lancé ses activités avec une soirée hommage à Pierre Lavoie, lors de laquelle les saines habitudes de vie ont été présentées comme un enjeu de santé publique. Cette année, la Virée Nordique de Charlevoix avait comme président d'honneur le réputé Pierre Lavoie, originaire de l'Anse-Saint-Jean et cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, également connu comme conférencier, triathlète et entrepreneur social. Le 16 février dernier, il a participé à une nouvelle activité proposée par la Virée Nordique et intitulée Planeta Luna, une activité qui précédait, un grand hommage qui lui était dédié. Ce fier résident du Saguenay se considère comme très proche des Charlevoisiens. Je fais du ski dans les montagnes derrière le Mont-Édouard. Et d'en haut, je vois le Mont-Élie, je vois les Hautes-Gorges. Puis l'été, en vélo de montagne, je fais le grand tour de 84 km où je m'en vais aux Hautes-Gorges, puis je reviens à Anse-Saint-Jean. Donc on est vraiment on est l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, notre région a été colonisée par la coulée Girard, qui était dans la Haute-Gorge à Rivière-Malbaie, qui nous amenait à Anse-Saint-Jean, qui était le berceau de notre région. Et la baie ensuite. Donc, je connais mon histoire. Donc, nos origines, bien entendu, sont d'ici. Puis maintenant, on a une région de 275 000 habitants. Puis on a une proximité, puis une affinité, pas juste génétique, là, aussi dans l'attitude des gens. On a la même attitude de combattant. Il constate que son travail de sensibilisation des 20 dernières années commence à porter fruit. C'est un travail de longue haleine, sur 20 ans, un travail... Au début, tu pêches un peu dans le désert, tu reçois un peu de support et la roue se met à tourner parce que c'est le gros bon sens. Je savais qu'un jour, plus ça va avancer, plus ça va s'accélérer, la prévention, autant des maladies héréditaires que dans la santé humaine. Donc c'est une logique même. Il fallait juste partir quelque chose puis que les gens puissent le nourrir de par eux-mêmes parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire seule. Et aujourd'hui, je suis content de voir que j'ai plein de disciples. Comment vous qualifieriez l'effet boule de neige des 20 dernières années de ce que vous avez entrepris comme mobilisation? Le modèle... On est parti de où? On est rendu où? On est parti de maladies débilitantes, graves, génétiques. Aujourd'hui, on a un dépistage génétique qui nous empêche, finalement, qui règle le problème. Ça, c'est pas mal réglé pour notre région de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Au niveau des saines habitudes de vie? Au niveau des saines habitudes de vie, c'est plutôt préparer les jeunes dans les écoles. Aujourd'hui, ils ont 26 ans. Les jeunes qui ont fait des cubes à l'époque, puis aujourd'hui, je les rencontre, ils sont devenus journalistes, ils sont enseignants. Et quand j'arrive dans une entreprise, je fais lever la main à ceux qui ont fait des cubes, puis souvent le quart des jeunes. Et quand j'arrive dans une université, les étudiants à l'université, 100% des jeunes ont fait des cubes. Donc moi, ils montent une armée qui a été préparée depuis 16 ans, qui maintenant va arriver pour prendre la relève au niveau de la prévention.
Son travail et ses actions ont inspiré beaucoup de Québécois, comme en témoigne Émilie Richard de l'organisme Les Chèvres de Montagne et la très connue Josée Lavigueur, qui ont pris la parole lors de l'hommage. Bien, c'est sûr que c'est un immense, bel exemple d'action qui a un impact sur toute la jeunesse. Là. Donc, de semer des nouvelles idées, de la motivation pour les plus jeunes à essayer des nouveaux sports, à oser, à sortir de leur zone de confort. Fait que c'est vraiment un beau modèle pour les plus jeunes, mais pour toutes les générations. Pierre, j'ai entendu parler de Pierre, j'étais à Salut Bonjour, et on entendait parler de sa mission, on entendait parler de ses projets, et moi, ça m'allumait beaucoup parce que ça a toujours été mon message, de bouger dans le plaisir. Donc, tout de suite, j'ai fait Pierre, je veux qu'on travaille ensemble, je veux collaborer avec toi, puis l'équipe de Pierre avec Germain m'ont fait signe, ils sont venus me chercher. J'ai vraiment le grand privilège d'animer à chaque année les grandes marches du Grand Défi. Puis c'est tellement un bonheur de voir les gens marcher, de voir les gens de tous les groupes d'âge, de toutes les conditions physiques qui font comme, sais-tu quoi, j'embarque, moi aussi je veux un Québec en meilleure santé, moi aussi je veux un Québec qui bouge et qui prend une action. Et c'est ça que je disais ce soir lors de l'hommage à Pierre. Tu sais, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ont des idées. On pense à plein de monde, pas juste aux politiciens, tu sais. Il y a plein de monde qui ont des idées. Mais Pierre, c'est un gars d'action. Et on aime les gens d'action. Moi, j'aime les gens d'action, surtout quand c'est pour faire bouger le Québec dans le plaisir, quand c'est pour passer le message de « Hey, on peut-tu arrêter de se mettre de la pression, de se comparer, de penser à de la performance? Ce qu'on veut, c'est vieillir en santé. Puis pour faire ça, bien, il faut bouger toute notre vie dans le plaisir. » Durant son discours, Pierre Lavoie a présenté certains éléments de son livre « Il faut que ça bouge », qui dresse, statistiques à l'appui, un portrait sombre de l'état de santé des Québécois. Les tests qu'on a fait en 1982 sur la condition physique des jeunes au secondaire, sur 3500 élèves à travers le Québec, aucun des deux groupes, filles et garçons, s'approchait de la ligne rouge d'un VO2 max exécrable, qui t'amène à avoir des problèmes de santé très tôt dans ta vie. Et quand on a refait le test en 2017, juste avant le COVID, 69% des jeunes filles et 56% des garçons avaient franchi la ligne. Ça veut dire que c'est des VO2 max exécrables qui t'amènent à avoir un syndrome métabolique dans la quarantaine. Donc, hypertension, cholestérol élevé, diabète type 2 combiné. Ces jeunes ne seront pas assurables, ils seront pas employables. Donc, on se dirige vers une catastrophe nationale. Et si on ne prend pas le taureau par les cornes, on ne change pas la dynamique, oui, on garde la population qui vit, qui demande beaucoup de soins et de coûts en santé, mais derrière, il y a un tsunami qui s'en vient. Il garde toutefois espoir en la capacité des Québécois d'innover et d'être encore une fois un modèle en matière de santé publique. Donc, on va revoir le modèle au Québec. On est les premiers qui vont le revoir. Bien entendu, un jour, on se demandera ce qui s'est passé en Amérique. Le Québec aura donné le ton, comme on l'a donné avec les CPA, et le Québec est en train de le reprendre. Moi, j'y crois, fondamentalement. Et quand je vois plein de groupes de jeunes qui sont prêts à aller à la guerre, il faut monter une armée. Parce que présentement, il y a une armée qui travaille sur le curatif. Il faut monter une armée qui va travailler sur le préventif. J'y crois parce que, malgré nous, le coût de la santé l'année passée avait atteint 59 milliards et on l'annonce en mars prochain à 66 milliards. Jamais, quand on est assis à la table de la santé au Québec, jamais que le préventif l'emporte sur le curatif. Donc, finalement, ce qu'il faut faire, c'est créer un ministère de la Santé et en parallèle avoir un ministère de la Maladie. Et le ministère de la Santé aurait des budgets, un ministre, et le but, c'est de garder la santé de ta population le plus longtemps possible. Et le système de santé, maintenant, a son propre véhicule. Le problème, c'est qu'il est assis à la même table, et Horacio le sait, les budgets, c'est beaucoup plus facile de les mettre dans le curatif, ça rapporte des votes. Tout en reconnaissant que la situation n'est pas idéale, Horacio Arruda, du ministère de la Santé publique, garde espoir. Est-ce que vous avez vu, dans le courant des dernières années, on parle quand même depuis plusieurs années, c'est en cours, est-ce que les comportements des Québécois ont changé en matière de prévention puis d'activité physique? Bien, écoutez, je pense que ça s'est amélioré comme tel. On n'est pas encore assez élevé comme on voudrait l'atteindre. Notamment, on sait qu'une proportion des jeunes sont de plus en plus inactifs comme tel, mais en général, et Pierre le mentionnait tantôt, l'espérance de vie des Québécois, elle est une des meilleures en Amérique du Nord. Maintenant, il faut maintenir l'espérance de vie en bonne santé. Mais je pense qu'on est dans un mouvement là, qui s'installe comme tel.
on n'a pas encore atteint les taux qui seraient, à mon avis, idéal, mais ça s'en vient. Le mot de la fin revient à l'initiateur de cet hommage, le Dr Jean-Luc Dupuis, pour qui ce rassemblement de différents acteurs de la santé publique, réunis pour rendre hommage à Pierre Lavoie, est un pas de plus vers la mise en place d'une véritable politique de santé publique basée sur la prévention. Ce soir, on a l'impression que vous avez fait de la politique pour la santé publique. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. C'est parce qu'il faut une certaine pression pour que ça bouge. Et on ne peut pas faire de pression sans qu'on ait des alliés. Alors, je pense qu'on est sorti ce soir avec des alliés. On a des alliés en politique que notre député. On a des alliés avec M. Arruda. Et ces gens-là, il va falloir qu'ils passent maintenant à l'action. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien avec ses bons et ses moins bons côtés. Pour en discuter, je reçois le programmeur informatique Gabriel Tremblay-Grenier. Bonjour Gabriel. Salut. Tu es entrepreneur dans le monde du codage, de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs ce dont on va jaser ensemble. Tu codes des applications, plus surtout dans le milieu de la création, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Mais on va quand même élaborer le sujet. Tu es notre connaissance qui s'y connaît le plus dans ce milieu assez vaste. Merci. Alors, pour commencer, Gabriel, et on s'entend, tu nous donnes ton avis personnel. J'ai une grande question pour toi. Oui. L'intelligence artificielle, les premiers balbutiements de ça, c'est il y a 70 ans environ. Pourquoi maintenant on en entend autant parler puis que tout à coup on a l'impression que ça va à une vitesse là, faramineuse? Oui. Bien, ça arrive souvent avec la technologie que les idées et les concepts mathématiques sont là depuis longtemps, comme c'est le cas avec la théorie de l'intelligence artificielle. Ce qui est arrivé récemment, là, dans les dernières années, 2017 là, environ, ça a été la première année où il y a vraiment eu du gros mouvement par rapport à ça. C'est en fait, les ordis se sont mis à être plus rapides. La mémoire des ordinateurs, la capacité de stockage des données et la vitesse de calcul. C'est probablement la plus grosse cause de pourquoi, depuis seulement quelques années, on est capable de mettre en pratique des théories que les mathématiciens avaient depuis des dizaines d'années. Est-ce que ça veut dire que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est juste une question de vitesse de calcul de la part des ordinateurs ou c'est plutôt que l'ordinateur prend des décisions par lui-même? Oui, bien, c'est un peu un terme que je trouve un peu intense au niveau du mot intelligence. Je vais essayer de faire ça, de vulgariser ça au maximum, là, mais en gros, les concepts qui existent depuis longtemps, puis quand on parle d'intelligence artificielle, puis même tout ce qui se fait aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle façon de programmer, ce n'est que ça. C'est un peu comme un nouveau langage de programmation, si on veut. Avant, où est-ce qu'on était habitué de donner de façon quand même assez linéaire à un ordinateur des instructions de code, fais ci, fais ça. Ça change un peu la façon de faire. Maintenant, on y donne beaucoup de données, un gros paquet de données. On les entraîne. C'est ça, c'est qu'il y a un système d'entraînement. C'est que là, on va y donner beaucoup de données, puis on va y dire, moi, je vise ça comme résultat. Démerde-toi avec ça. Puis, c'est là où il y a une partie qu'on dit intelligente, mais en fait, l'ordinateur va simplement faire des millions de calculs, ce qui avant prenait des années puis ça n'avait pas de bon sens, ce qui aujourd'hui prend beaucoup moins de temps. Puis il va faire tellement de calculs, mais au final, il va essayer presque toutes les possibilités pour arriver au résultat puis nous dire, ben voici ce qui marche, voici ce qui marchait le mieux. Là, un humain, ça y aurait pris des années à arriver là, mais là, les calculs se sont faits plus rapidement. Sans se casser la tête, finalement. Fait que, pour simplifier la chose, c'est plus une question d'organiser le code puis d'organiser ce qu'on veut faire. Puis on appelle ça l'intelligence artificielle, mais c'est pas si intelligent que ça. OK, bien justement, ça m'amène sur une question que je me gardais pour un peu plus tard, mais on en vient un peu à comparer le système informatique, ces calculs-là, au cerveau humain. Donc, on se dit, d'où cette fameuse grande peur de est-ce que la machine pourra vraiment surpasser l'humain si on considère que c'est l'humain qui la programme? Il y a une espèce de paradoxe là-dedans. Est-ce que c'est possible? Bien, c'est une question un peu dangereuse parce qu'elle est dure à répondre. Je peux juste te donner ce que moi j'en pense. En fait, il y a une deuxième chose là, qu'on commence à entendre parler aussi qui s'appelle en anglais AGI, Artificial
General Intelligence. OK. Fait qu'une intelligence artificielle, mais générale. Donc, celle-là serait capable d'apprendre d'elle-même, puis de se donner ses propres buts, puis d'apprendre d'elle-même. On n'en est vraiment pas là, mais ça serait le prochain truc qui ferait un peu plus peur au niveau de... La prochaine lubie, là. Avoir des robots qui apprennent d'eux-mêmes, puis qui font tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ça. OK. Moi, je suis de ceux qui sont quand même... Peut-être parce que je travaille avec ça. Je suis pas tant alarmiste par rapport à ces trucs-là, mais ça fait pas vraiment peur. Par contre, je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre... c'est bien que les gouvernements se penchent là-dessus en ce moment, pour mettre encadrer ça. Encadrer tout ça, là. Parce que, en fait, c'est plus notre utilisation qu'on va en faire qui pourrait être dangereuse, et non cette affaire-là tout seul qui va se mettre à être dangereuse d'elle-même. Oui, c'est vraiment parce pas que ça. Là, on le voit, bon, c'est déjà dans nos vies pas mal. On sensibilise beaucoup les gens depuis quelque temps à ce qu'on appelle le fake news ou deep fake, donc des nouvelles, des informations qui nous semblent de plus en plus réelles et plausibles, mais qui ne le sont pas. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ça fait partie un peu des choses à encadrer. Y a-t-il autre chose, là, à ton avis, qui devrait être légiférée autour de ça? C'est le bout qui est dommage. Là. C'est sûr que les fausses nouvelles ou les tentatives de... Tu sais, je pense que là, les gens sont quand même assez habitués de recevoir des tentatives d'hameçonnage dans leur courriel, mais là, ça va prendre l'ampleur. On a comme un niveau supérieur, là. Ben, ça va prendre l'ampleur comme la courte discussion qu'on vient d'avoir. Je suis capable de synthétiser ta voix là, en moins de 5 minutes puis de te faire dire qu'est-ce que je veux après. Là. Fait que c'est facile d'imaginer que ta mère pourra recevoir un appel de toi qui est en voyage puis qui demande de l'argent parce que t'es mal pris. Puis là, il va y avoir des nouveaux réflexes comme ça qu'il faut avoir, de faire comme « Oh, attends un peu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? » Déjà, quand il y a un sentiment de panique aussi là, qui est poussé, là, on peut... Fait qu'il y a des trucs comme ça qui... C'est vraiment dommage, mais en même temps, on peut pas vraiment arrêter ça, là, ça s'en vient. Fait que les gouvernements sont en train de regarder justement comment bien comprendre ça, puis comment contrer ça. Puis, il y a encore une question beaucoup d'éducation aussi qui va être à faire autour de ça, justement pour déceler, si on veut. D'ailleurs, dans la presse, il y avait récemment une espèce de jeu qu'on pouvait faire, des images dont certaines étaient générées de façon par intelligence artificielle et d'autres des naturelles. Donc, ça donne déjà un bon essai à voir son œil aiguisé. Ça, c'est l'affaire qui me fait peut-être peur un peu personnellement au niveau de... Les médias vont être très affectés par ça, malheureusement. Puis le danger, c'est qu'on commence à plus avoir confiance du tout à ce qu'on voit, et donc qu'on prenne une distance par rapport aux médias, même traditionnels puis officiels. Moi, je prévois probablement une espèce de retour au papier? Ben, c'est que si on n'est plus capable de se fier à aucune nouvelle qu'on voit parce que c'est trop d'ouvrage mental de tout le temps faire la recherche nous-mêmes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ben, c'est pas dramatique, mais on va peut-être juste plus faire comme avant, puis aller prendre ta bière au bar le soir, puis t'informer sur ce qui se passe dans ta communauté. Aller chercher l'information directe, mais oui, à la source directement. Il y a ça qui va probablement se changer là, dans les prochaines années. Il y a quand même des bons côtés, par contre, à l'intelligence artificielle. Toi, justement, tu travailles avec, donc forcément, ça doit amener du positif autour de toi, au niveau de la création notamment. C'est quoi les bons côtés qu'on pourrait avoir? Bien, je vais t'avouer que je travaille avec ça, j'ai beaucoup de fun avec ça, c'est mon métier. Par contre, personnellement, j'ai un gros doute si l'humanité a besoin de ça. Moi, je pense pas. Par contre, on l'a, puis on est comme obligé de faire de quoi avec ça, parce que maintenant que la technologie existe, ça va juste avancer. Fait qu'il faut en tirer les bons côtés, l'utiliser efficacement. Les gouvernements sont là-dessus, puis ça, c'est rassurant. Là. Il y a le gouvernement du Québec qui vient de sortir, j'ai plus le nom du programme exactement, mais ils ont fait une espèce de grosse étude, plan d'innovation, où est-ce qu'ils ont demandé à travers tous leurs ministères, puis toutes les branches du gouvernement, parce que ça affecte pas mal tous les métiers, puis tout le monde au Québec. On en parle beaucoup dans nos téléphones, dans les médias, les arts, mais il y en a partout, puis on peut quand même penser qu'il y a des milieux comme la médecine, ça peut être utile. C'est ça, il y a des utilités, c'est sûr qu'au niveau de l'efficacité, ça ouvre des portes aussi. Moi, je suis plus dans le milieu créatif, puis ça, je pense que c'est important d'en parler. J'ai expérimenté ça moi-même, j'ai des amis qui sont artistes aussi, numériques, puis qui se sont mis à utiliser l'intelligence artificielle pour faire leur travail. Puis ça peut faire peur au début, où tu peux dire « Oh mon Dieu, c'est en train de voler tout ce que les artistes ont fait, ça va-tu prendre la place? » Mais on n'en est vraiment pas là. Moi, je vois encore l'utilité d'un humain
qui réfléchit puis qui utilise cet outil-là. C'est ça, comme un outil. Pour faire son art. Ce que ça permet dans les côtés positifs, c'est... en fait, c'est que je pense que ça ouvre des portes à des gens qui... exemple, moi, je suis pas bon en dessin, mais j'ai quand même un bon esprit artistique, créatif. Fait que ça peut me permettre de faire des choses que j'aurais pas faites avant. C'est un autre médium. C'est une autre technique. C'est un autre médium. Il peut y avoir plus de monde qui sont capables de faire de la musique, plus de monde qui sont capables d'être artistes, mais ça prend encore un cerveau humain pour guider tout ça. Oui, tout à fait. Donc, un sujet vaste, on pourrait en parler encore longtemps. Peut-être qu'on te réinvitera, qui sait? Bien, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir. Thomas Lepage-Gouin, connu des Charlevoisiens comme étant le directeur du camp Le Manoir et de Port-Rosemont, occupe également le poste de président de l'Association des camps du Québec. C'est en tant que tel qu'il présente ses inquiétudes face au manque d'encadrement législatif et réglementaire dans la création de camps au Québec. Bonjour Thomas. Bonjour. On te connaît comme directeur du camp de Manoir. On se rencontre aujourd'hui en ta qualité de président de l'Association des camps du Québec. Oui. Tu as publié conjointement avec le directeur de l'association une lettre ouverte récemment là, dans les journaux pour souligner une inquiétude que vous avez là, par rapport à l'encadrement des jeunes dans les camps. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi là, cette inquiétude pardon-là, et d'où elle vient? Bien oui, avec plaisir. Il faut comprendre que c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Pourquoi elle fait de l'actualité maintenant? C'est qu'il y a eu un reportage il y a quelques semaines à une émission d'enquête où on venait de noter la situation d'un camp qui fonctionnait de façon, disons-le, un peu étrange, pas dans les règles de l'art, et que ça a pu représenter des dangers pour des enfants. Ce que ça a fait ressortir, c'est ça nous a permis d'informer tout le monde qu'au Québec, il n'existe aucune réglementation pour avoir l'appellation d'un camp. Il faut comprendre que quelqu'un, demain matin, pourrait, dans sa cour, parce qu'il y a une piscine puis un panier de basket, commencer à faire un camp. C'est ça. Est-ce que ça respecterait l'ensemble des lois? Je ne suis pas sûr que son assurance serait d'accord. Je ne suis pas sûr non plus qu'au niveau de la régie du bâtiment, il tolérerait qu'on se baigne dans sa piscine. Mais pour le fait de s'appeler un camp, il n'y aurait pas de problème. Ils se donnent des camps à Montréal dans des ruelles. Ou est-ce que c'est des jeunes qui ont décidé de partir un camp pour d'autres jeunes avec un encadrement qui peut être très variable. Donc, il n'y a rien qui vient protéger ce nom-là. Si je veux être un restaurant au Québec, je dois avoir un permis délivré par le ministère. Je ne peux pas le faire par moi-même. Mais c'est ce qu'on a. Il y a des inspections qui se font. Exactement. On a ça aussi dans l'univers des camps, qui s'appelle la certification offerte par l'Association des camps. Sauf que c'est une mesure volontaire. Fait qu'ici, on est sur le site du camp de Manoir en ce moment, on adhère à cette certification-là, on répond à 80 normes et critères pour pouvoir faire un camp, puis aux 3 ans, on a quelqu'un qui vient vérifier. C'est comme un saut de qualité, un peu, que la Sécu a créé? Un saut de qualité, je dirais un saut de sécurité, un saut d'encadrement, c'est ce que ça nous permet, puis c'est la situation qu'on vient nommer. Est-ce qu'il serait pas temps au Québec d'avoir un permis d'opération, donc qu'on limite le droit à n'importe qui de prendre l'appellation, puis qu'on mette des règles, pas les 80 que nous, on a décidé de suivre avec la certification, mais peut-être 8 règles de base qui nous permettraient d'encadrer la sécurité de tout le monde. Dis-moi donc, là, ça serait quoi les dangers qu'il pourrait y avoir? Est-ce qu'il n'y a pas de réglementation ou de loi qui soit établie là, par rapport aux encadrements des enfants en camp? Tu sais, il y a des choses évidentes. Là. On le voit avec la nouvelle proposition de loi 45 de vérifier les antécédents judiciaires pour les personnes dans le loisir et dans le sport. Les camps sont là-dedans. Bon, mais je pense que c'est un minimum de vérifier que les gens qui vont encadrer des enfants sont bien intentionnés. Ensuite, tout le volet formation, ça prend je peux pas prendre quelqu'un, l'amener ici puis lui dire demain anime des enfants. Oui, puis on sait que c'est souvent des jeunes, là. C'est à partir de 15-16 ans qu'on devient animateur. C'est un rôle important, crucial, qui demande beaucoup d'aptitudes. Absolument, puis nous, on va les armer, ils vont passer 50 à 60 heures en formation avec nous, où est-ce qu'ensemble, on va avancer, on va apprendre comment on intervient, comment on interagit. Ce qui n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Le ratio d'encadrement. À partir de combien d'enfants, je suis à l'aise combien d'enfants un seul moniteur peut avoir, puis que comme parent, on va être confortable. Selon l'âge aussi. Exact. Si vous dépassez le 1,15, puis même 1,15 avec des plus petits, c'est beaucoup, mais si vous dépassez ça,
posez-vous des questions à la maison. Parce que là, on n'est plus dans un ratio standard. Puis tu sais, même je dis un 15, puis ici, un 12, un 13, on va pas mal être dans les sommets. Puis dans les camps avec hébergement, on va tomber à du 1 6, 1 7. Est-ce qu'il existe des données par rapport, ben là, j'imagine l'association des camps, vous connaissez la quantité de camps certifiés que vous avez, mais est-ce qu'on sait combien il y a d'autres camps qui existent qui ne sont pas nécessairement certifiés par la Sécu? Malheureusement, on ne le sait pas. Parce qu'il n'y a rien qui demande de remplir quelque chose. Fait qu'est-ce qu'il y en a 1000 autres? Est-ce qu'il y en a 2000 autres? On présume qu'il y en a autour d'un millier qui ne sont pas en lien avec l'association. Ouais, peut-être 500 dans l'association plus 1000. Ceci dit, c'est vraiment une présomption. Surtout au niveau des camps de jour. Dans les camps avec hébergement, ça demande un petit peu plus. Mais on le voit, là, les camps de jour se développer. On l'a vu dans des musées, on l'a vu dans des fermes, on l'a vu dans des clubs sportifs, on l'a vu dans des campings. Tous des endroits qui, au fil des années, ont créé des camps de jour, dans des ranchs aussi. Est-ce qu'on le fait avec les éléments nécessaires pour encadrer la sécurité ou pas? Ce qu'on peut conseiller aux parents pour ça, c'est d'aller chercher via le site web de l'Association des camps, qui est campquebec.com. Il y a un répertoire des camps existants. Si le camp s'y trouve, il est conforme. Donc déjà, on a une sécurité supplémentaire, en tout cas. Parce que ça ne veut pas dire non plus que les camps qui ne sont pas certifiés sont dangereux ou mal organisés. Là. Je pense que le message qu'il faut envoyer aujourd'hui, c'est questionner ces éléments-là. Est-ce que vous vérifiez les antécédents? C'est quoi la formation? C'est quoi vos procédures d'urgence? Combien d'enfants vont... Ça va être quoi le ratio d'encadrement? Juste ces 4 questions-là, puis déjà, on va avoir une bonne idée. S'ils ne sont pas capables de nous répondre, c'est préoccupant. Si les réponses ne nous conviennent pas, c'est très préoccupant. Fait que, on peut déjà commencer comme ça, puis je pense que ça va nous donner un premier pas dans la bonne direction. Est-ce que les camps arrivent à accueillir tous les jeunes campeurs qui sont en recherche d'un camp pendant l'été, ou est-ce que ça aussi, ça vient ajouter à la difficulté peut-être d'avoir une place dans un camp l'été? C'est effectivement variable d'une région à l'autre. Ça a été difficile dans les dernières années d'ouvrir plus de places dans les camps. Plusieurs facteurs. Le premier, ça a été le manque de main-d'œuvre. Un peu plus avant, quelques années plus tôt, c'est la pandémie, où est-ce qu'on était limité dans le nombre d'enfants par locaux. Donc, plus on prenait d'espace au pied carré intérieur par personne, moins on met de personnes dans les mêmes bâtiments. Hein. Fait que, tout ça est venu affecter. Il y a de plus en plus de places. Il y a aussi beaucoup de parents, présentement, malheureusement, qui réservent tout l'été, puis après ça, vont annuler ou qui réservent plusieurs camps en disant « je choisirai plus tard ». Parce qu'on ne sait pas tout de suite, des fois, nos vacances, des choses comme ça. Exact. Ça compliqué. Puis en ville, parce qu'on magasine des camps. Ici, c'est moins présent un peu dans la région de Charlevoix, mais ça peut arriver. Sauf que la conséquence de ça, c'est qu'un même enfant, des fois, occupe 3 places. Oh, OK. Dans 3 camps différents. Mais à la fin, il n'ira pas à 3 camps. Fait que ça crée un stress pour tout le monde, quelque part. Ça crée une rareté de place. Ou est-ce que des fois, oui, souvent les inscriptions sont pleines, mais rarement les présences sont pleines. Fait qu'il se passe quelque chose entre les deux. Là. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là qui peut être travaillé. Il y a une conscientisation à faire là-dessus. Exact. Dans Charlevoix, on connaît le camp de Manoir, Port-au-Saumon, on a les camps municipaux. Est-ce qu'on a d'autres camps un peu moins connus dans la région? Au niveau des camps de vacances avec hébergement, les 2 principaux vont vraiment être ici, le camp de Manoir puis le centre écologique de Port-au-Saumon qui travaillent ensemble maintenant. On a des camps dans différentes municipalités, puis je veux rassurer les parents de Charlevoix, les camps des différentes municipalités sont tous soit reconnus par l'association des camps, soit affiliés avec le camp de Manoir. Donc, pour ce qui est des camps des municipalités à travers toute la région, tout est bien, là. Ça va bien à ce niveau-là. Même chose pour le centre écologique de Port-au-Saumon puis le camp de Manoir, évidemment, on est membre de l'association. Après, il peut exister des camps, j'en ai vu sur une ferme du côté de Baie-Saint-Paul, dans un ranch du côté de Saint-Hilarion. Il y en a quelques autres. Et là, ça va être vraiment d'aller s'informer. Je sais qu'il y a des campings qui en ont déjà eu dans la région ici aussi, puis des clubs sportifs. Est-ce que ces camps-là remplissent des normes satisfaisantes? Est-ce que c'est assez pour que l'encadrement, puis comme parent, pour que vous soyez en confiance? Là, posez des questions. Allez voir, le but n'est pas de dire « allez pas à ces endroits-là ». Il y en a plein qui le font selon les règles de l'art. On n'est pas en train de tirer la roche à ceux qui ne sont pas membres en disant « soyez membres, vous devriez... C'est pas ça le point. C'est le point de se dire, par exemple, quand il y a des cas comme celui qui est sorti, qui est un camp à l'extérieur de la région de Charlevoix d'équitation, puis où ça s'est très mal passé, mais ça vient ternir l'image de tous les camps. Donc, pour tous ceux qui faisaient bien ça,
on a quand même le mot camp qui est dans les médias avec une situation qui est inacceptable, qui a compromis la sécurité d'enfants, qui est zéro ce qu'on fait. Pour terminer, Thomas, en attendant qu'il y ait peut-être éventuellement un cadre légal plus clair autour de ça, quelqu'un qui justement aurait la bonne intention de vouloir faire un camp d'été dans la région, comment il pourrait justement intégrer là, cette certification-là, aller la chercher avec la Sécu? Ça va être simplement d'entrer en contact, puis après ça, il y a toute une procédure d'accueil pour un nouveau membre. On va expliquer c'est quoi les normes, c'est quoi les balises, puis la personne va tomber dans un envoi de certification. Fait qu'on commence déjà la prise en charge au jour 1, même si la certification, elle n'est pas complétée, parce que c'est un processus qui va prendre quand même un certain temps. Il y a beaucoup de normes et balises, donc c'est pas dit que tout était... On a le temps d'atteindre justement chacun de ces objectifs. Exact. Des fois, on est un peu tard, fait que on n'a pas fait assez d'heures de formation, l'été vient de commencer, fait que OK, c'est pas grave, on est en chemin pour ça. Puis évidemment, cette certification-là, elle vient pas toute seule, elle vient avec plein d'outils. On fait pas juste dire « fais ci, fais ça ». Il y a des modèles, il y a des manières, il y a des procédures écrites, il y a des choses qui vont venir aider les gestionnaires à réfléchir à l'encadrement et à la sécurité des jeunes, puis des fois à réfléchir à des éléments qu'on n'aurait peut-être pas pensé si quelqu'un nous avait pas allumé une petite lumière en disant « Oh, as-tu vérifié ce volet-là? » D'accord. Donc, ce sera à suivre. Il y a un projet de loi, on sait, qui a été déposé, donc vous espérez que les camps soient pris en considération. Exact. On aimerait ça que les camps se glissent dans ce projet de loi-là, puis peut-être que ça pourrait résulter en un permis d'opération. L'Association des camps lève la main pour dire on est très partant à aider le gouvernement à implanter ça, voire même à être celui qui va venir, au nom du gouvernement, délivrer les permis si c'était un souhait. OK. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Ça me fait plaisir. Les jeunes de la région de Charlevoix profiteront bientôt du grand congé de la relâche et pour l'occasion, plusieurs activités sont proposées sur tout le territoire. En voici un aperçu. La relâche scolaire aura lieu du 1er au 11 mars dans Charlevoix et voici un aperçu de ce que les différentes municipalités et organismes vous proposent comme activité. Commençons à Saint-Hilarion, où une vaste programmation est présentée sous forme de journée thématique du 3 au 8 mars. Les places sont limitées et les résidents de Saint-Hilarion sont privilégiés. Pour vous inscrire, consultez la page Facebook ou le site Internet de la municipalité. Le comité des loisirs de l'Île aux Coudres prépare de son côté des activités de glissade, de cinéma, des ateliers, un rallye et d'autres surprises dont les détails restent à venir. Suivez leur page Facebook pour ne rien manquer. Aux éboulements maintenant, le camp Le Manoir assure une fois de plus la tenue d'activités familiales en commençant samedi le 2 mars avec le défi hivernal et une journée plein air le vendredi 8 mars. 2 journées de camp sont prévues le mardi et le jeudi au coût de 35 $ par enfant. Tous les détails se trouvent sur le site Internet du camp Le Manoir. Dans le secteur de Baie-Saint-Paul, plusieurs organismes offrent des activités dans différents secteurs. Le Musée d'art contemporain récidive avec des activités de yoga, de tricot, un rallye et bien sûr de la création en plein cœur de ses expositions. Le Centre canin Le Loup Blanc présente une programmation d'activités et d'initiation à différentes techniques et jeux avec Pitou. Le Mousse Café offre des ateliers de poterie, de décoration de cupcakes et même de barista pour les 8 ans et plus. La municipalité organise quant à elle de nombreuses activités dont un film à la bibliothèque, une thématique autochtone au Carrefour culturel Paul Médéric et les fameuses disco-patins à l'Aréna Luc et Marie-Claude. Consultez le site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul pour la programmation complète. Finalement, n'oubliez pas que les CEPAC offrent l'accès gratuit à ces parcs du 5 au 7 mars, en plus d'activités spéciales comme des randonnées guidées et des rallyes. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.